Christian Garnier a croisé les pilotes. Mais un autre Français, lui, les a vus de très près, le jour même du bombardement. Cet homme le voilà. Il s'appelle Jean-Jacques Fuentes. Et c'est en France que nous l'avons retrouvé. Ce mercenaire garde en mémoire l'arrivée des pilotes des 2 Sukhoi, juste après l'attaque de Bouaké. Je me souviens simplement des 2 pilotes, enfin des 4 pilotes en réalité, puisqu'il y avait 2 Ivoiriens et 2 Biélorusses, descendant de leur Sukhoi et courant comme des dératés naturellement vers la tour de contrôle, vers la salle opération, où j'ai essayé de les rejoindre, on m'a interdit l'entrée. Quelques minutes plus tard, Jean-Jacques Fuentes assiste sans comprendre à la destruction des avions de combat, puis à la fuite des pilotes biélorusses. La suite, il la raconte dans le bureau de la juge. Une scène étonnante. Nous avons retrouvé l'équipe de Biélorusses, pilotes y compris, brûlant dans la brousse des documents. Ils étaient absolument paniqués. Les pilotes biélorusses prennent la route d'Abidjan. Mais pour Christian Garnier, ils n'ont pas pu disparaître sans que les Français en soient informés. Oui, écoutez, en Afrique, c'est un pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays de renseignement. Ok ? Il suffit que pour quelques CFA, tout le monde va donner tout le monde. Des Biélorusses, des Blancs, vous êtes phosphorescents en Afrique. Vous passez, tout le monde vous repère. Donc on peut, en plus on va partir 1 heure après le bombardement, hein, sans rester quelque temps, Abidjan, dans les boîtes de nuit, tout ça. Ils ne sont pas sauvés tout de suite. C'est qu'après on leur a demandé de partir. Mais dans la capitale ivoirienne, pour les militaires français, l'heure est alors surtout au sauvetage de leurs ressortissants. La recherche des pilotes est bien secondaire. Pourtant, le jour même de l'attaque de Bouaké, les militaires français arrêtent sur l'aéroport d'Abidjan 15 témoins décisifs pour l'enquête. Il ne s'agit pas des pilotes biélorusses, mais des techniciens de maintenance des avions. Voilà leurs photos et leurs fiches établies par les Français. Cette équipe de Slaves, installée en base arrière à Abidjan, va être retenue 4 jours. Officiellement, sans jamais être interrogée par les militaires français. Nous ne pouvons pas interroger, questionner tout le monde. Les gens, les 15 ressortissants slaves que nous avons arrêtés sur l'aéroport étaient des ressortissants ivoiriens. Ils avaient des passeports ivoiriens. Si on n'a pas des règles et si on n'a pas un cadre d'action... Pas d'interrogatoire de cette équipe de maintenance. La juge d'instruction n'y croit pas. Parce qu'on peut penser que cette quinzaine de ressortissants slaves qui a été retenue pendant 4 jours à peu près par l'armée française, a quand même été entendue. En tout cas, c'était paru, c'était confirmé par la suite. Moi, je souhaitais vraiment avoir la déclassification, enfin les auditions. Ou en tout cas, les comptes rendus des auditions, quelle que soit la forme des auditions. Et ça, donc, ça n'a jamais été déclassifié. Et je crois que ça a vraiment cristallisé le mécontentement des avocats, des familles. Vous pensez qu'ils ont été interrogés ? Ah ben bien sûr, attendez. Non mais, on vit dans quel monde ? On prend les gens réellement pour qui ? Il y a des soldats assassinés, qui sont vos copains, d'accord ? Il y a d'autres blessés. Vous pouvez être à leur place. Vous arrêtez immédiatement les gens qui entouraient, quelques minutes auparavant, les pilotes, donc les assassins, d'accord ? Bon, vous les interrogez pas ? Pendant 4 jours, vous jouez au chèche-bêche avec eux, aux cartes, aux échecs, parce que ce sont surtout des... Non mais, si vous voulez croire ça, croyez. Ok, si vous voulez me dire ça 10 fois, dites-moi 10 fois. D'accord, moi je ne veux pas vous croire une seconde. Point final. Les 15 techniciens sont donc remis ici, à l'ambassade russe, et sont évacués du pays. Restent les pilotes biélorusses. Eux ont choisi de quitter Abidjan par la route, à bord d'un minibus, direction le Togo. Et pour la 2e fois,
les autorités françaises vont laisser passer une occasion de les arrêter. Voilà 10 jours que Bouaké a été bombardé. Nous sommes à la frontière du Togo. L'attention des douaniers est attirée par ces voyageurs blancs à bord d'un minibus. Ils les arrêtent et photocopient leur passeport. Parmi eux, nos 2 pilotes biélorusses. Un acteur direct de cette arrestation vit aujourd'hui à Paris. À l'époque, il était le ministre de l'Intérieur du Togo. Il est en exil en France. Son témoignage est bien gênant pour les autorités françaises. Il craint pour sa sécurité. Voilà ce qu'il nous raconte à l'occasion d'un entretien filmé en caméra discrète. Nous avons demandé à ce qu'il soit immédiatement conduit au ministère de l'Intérieur. Et là, on commençait les interrogatoires. Bien sûr, il y a tout en blanc, mais comme c'est des flics sont en face des flics, on sentait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur discours. Tantôt ils disent qu'ils partent au Bénin, tantôt ils disent qu'ils viennent pour Sarakawa, tantôt ils disent qu'ils sont des mécaniciens agricoles, tantôt ils disent qu'ils sont citons. Bien sûr. À partir de là, évidemment, nous on a décidé de les garder. Durant 10 jours, les Togolais mettent à la disposition des autorités françaises ces étranges prisonniers. À l'ambassade de France, le représentant police est alerté. Il informe ses supérieurs à Paris par cette note. Pas de réponse. Pour le ministre de l'Intérieur togolais, 2 précautions valent mieux qu'une. Il alerte l'officier de la DGSE à Lomé. Il y a eu un échange entre la DGSE et nous. La DGSE a envoyé le rapport avec leur photocopie des passeports, tout ça, à Paris. Et une semaine après, 10 jours après, le colonel Frédéric Cédé nous a dit non, qu'il n'en veut pas. Parce que Paris a dit qu'ils n'en veulent pas. Et donc, les 2 canaux ont envoyé des réponses négatives. Comme quoi ils n'en veulent pas. Et nous, en ce moment-là, on se trouve être plus royaliste que le roi. Paris ne veut décidément pas de ces 2 hommes. Les Togolais les relâchent. Leur dernière nuit à Lomé, les 2 pilotes biélorusses l'auraient passé tranquillement dans cet hôtel avant d'être exfiltrés. C'est ce que nous affirme son propriétaire, un Français. Ils les ont amenés ici, ils les ont cachés là. Il y avait les Togolais qui les surveillaient, puis ils ont extradé le lendemain. S'il y avait des autorités togolaises... Ils nous amenaient des Russes, ils ont passé la nuit, il y avait la bagnole ici qui était garée en haut. C'est pas pourquoi. Le matin, ils sont partis très très tôt le matin. 5h, 6h, ça va être que s'ils faisaient là autant. Et il y avait les policiers togolais qui les attendaient dehors. Les militaires. Les militaires. C'est là qu'on en a conclu que c'était eux. Et c'est dans ce même hôtel où les pilotes auraient passé la nuit que nous retrouvons Robert Montoya. C'est lui qui a fait venir l'équipe biélorusse en Côte d'Ivoire. Robert Montoya doit donc connaître les pilotes et peut-être sait-il où ils sont aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout. Si vous voulez, une fois que le contrat est fait, moi je passe à autre chose. Je vous dis, je gère pas l'opérationnel, je m'occupe pas des gens. Ils sont relevés pratiquement tous les 6 mois. Donc les gens vont, viennent, je parle pas le russe. Parce que vous connaissez qu'on fait le lien facilement quand même. Mais oui, mais justement, si vous voulez, c'est une ficelle un peu difficile à avaler, quoi. Quel intérêt avaient ces gens à passer par ici, sincèrement? Aucun. Ils auraient pu très bien partir par Abidjan. Tout le monde est parti par Abidjan. Pourquoi ils sont venus ici? J'en sais rien. C'est une question intéressante à laquelle je ne peux pas répondre. Qui sache peut-être pas avant. Possible. Hein. Mais après, quand il a récupéré tout le monde... Alors, il me dit qu'il ne les a jamais vus quand ils sont revenus au Togo. C'est sa secrétaire qui est allée récupérer tout ce monde-là. Et après, ils ont été exfiltrés, maintenant, on ne les retrouvera jamais. Hein. Ils sont peut-être morts, on ne sait rien. Il y a 1 an, Brigitte Reynaud a quitté ses fonctions au tribunal aux armées. Elle a adressé cette lettre au ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie. Une lettre polie
mais on ne peut plus claire. Elle fait part de ses regrets concernant l'attaque de Bouaké. Elle note « Aucun concours spontané ne m'a été donné par les services qui dépendent de votre autorité. » Puis elle conclut « Aucun renseignement ne m'a été fourni sur les raisons pour lesquelles les mercenaires et leurs complices, identifiés comme auteurs de ce crime, avaient été libérés sur instruction ou avec le consentement des autorités françaises. »